Après une visite de 24 heures dans notre pays, le président français François Hollande a quitté Abidjan ce matin pour le Niger. Examen du baccalauréat, les résultats officiels proclamés aujourd'hui. Ils affichent un taux de 36,23% cette année contre 33,62% l'année dernière. Aujourd'hui, Balai et Serpierre étaient de sortie à l'occasion du Mandela Day. Il s'agit de la première célébration post-Nelson Mandela. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pour commencer en bref et en images, après une visite de 24 heures dans notre pays, le président français François Hollande a quitté Abidjan ce matin. Son séjour a été marqué par le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'économie et de la défense. À noter également la signature d'un contrat portant sur le rééquipement des hôpitaux ivoiriens. Le président français, on le rappelle, a quitté Abidjan ce matin pour le Niger. Il se rendra ensuite au Tchad où il procédera à l'installation de l'état-major de la nouvelle force militaire française, Barkhane au Sahel. Les candidats au baccalauréat fixés depuis cet après-midi sur leur sort. Le compteur affiche un taux de réussite de 36,23% cette année contre 33,62% l'année dernière. Plus de 214 000 candidats étaient concernés. Les résultats ont donc été publiés cet après-midi. En pareille circonstance, le tableau ne varie guère. Tristesse et joie étaient au rendez-vous dans les différents centres de composition. Éric Goré et Serge Coléa. Expression de joie, élan de fierté, mais aussi pleurs et découragement. Les sentiments sont contrastés au lycée garçons et au collège des jeunes filles de Benjeville. Quoi de plus normal, nous sommes à la proclamation des résultats du bac session 2014 en ce vendredi 18 juillet. J'ai eu mon bac, je suis trop contente. Je viens de cocher le bac C et je ne peux qu'être heureux. Les chefs d'établissement félicitent les admis. Ils invitent les moins chanceux à ne pas être gagnés par le découragement. Tous ceux qui ont pu avoir nos félicitations, pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'année prochaine, ils vont tenter encore. Mais dans l'ensemble, les enfants ont travaillé. Les résultats sont tombés. Il s'agit maintenant pour les candidats malheureux de se remettre en cause pour l'année prochaine. Il y a eu sûrement des lacunes que doivent chercher à combler. Donc j'espère que l'année prochaine, ça va aller. J'aimerais dire à mes parents de toujours avoir confiance en moi. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on espère qu'on a. Pour cette année 2013 à 2014, le bac enregistre un taux de réussite de 36,23%, toutes séries confondues. Un chiffre au-dessus des 33% obtenus l'année dernière. Tout à fait autre chose à présent, direction la commune d'Atekoubé où des eaux usées menacent de détruire le bitume. Mais il n'y a pas que le bitume qui soit en danger. Les usagers de cette voie ne sont pas épargnés par les odeurs pestilentielles dégagées par ces eaux usées. Le constat de Massokone est dit par Herman Niamien. Nous sommes sur l'axe Yopougon-Diamé. Petite consigne, il faudra lever vos vitres lorsque vous atteignez cet endroit en voiture. Dans le cas contraire, vous risquez de prendre une douche, cette fois pas d'eau froide, mais plutôt d'eau usée. L'odeur nauséabonde de ces eaux usées qui tapissent cette voie indispose plus d'eux. Chaque fois j'appelle cette voie-là. Mais quand on arrive là toujours avec l'eau sale, on est obligé de faire monter les vitres. Et puis bon, je pense que ce n'est pas bien pour la santé. L'eau sale qui est sur la route là, quand nous on vient, que l'eau là nous touche même, ça nous en est pas. Même matin là, j'ai vu ici en débardé. C'est l'eau là même qui m'a sali. Quand il pleut même, ça ferme le goudron. Ça fait que quand les voitures viennent là, ils ne voient pas le trou. Ils sont obligés de rentrer dedans pour verser sur nous. Ces eaux usées proviennent des habitats précaires situés en aval de la cité Fermont, un quartier de la commune d'Atekoubé. La cité Fermont, c'est un quartier qui est viabilisé, où les gens ont des regards collectifs. Maintenant, dans le sous-quartier, le quartier Baoulé et le quartier Gouro, il y a un caniveau. Mais seulement que la plupart des habitants n'ont pas fait de fosses septiques. Donc ils ont fait des branchements directs dans le gros ravin qui est là. Donc c'est toute cette eau-là qui se retrouve sur l'autoroute. Au niveau de la mairie, nous les sensibilisons à faire des fosses septiques. Et quand c'est plein, ils appellent les véhicules de vidange pour les vider. En attendant que des actions concrètes ne soient menées pour résoudre ce problème, les automobilistes, eux, devront faire preuve de prudence pour éviter de se faire éclabousser.
Alors des eaux usées qui menacent de détruire le bitume sur cet axe reliant Adjamé à Yopougon, la question intéresse justement le réseau professionnel des médias pour le développement durable, l'association qui s'inquiète des problèmes d'insalubrité dans les rues et quartiers du district d'Abidjan, mais aussi de la déforestation, décide de former ses membres sur les questions de développement durable en vue de faire d'eux des relais efficaces. Le reportage de Serge Gongomé est dit par Franck Kouadio. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, la Côte d'Ivoire est passée aujourd'hui à moins de 3 millions. En plus de cette situation déplorable, l'écosystème et l'environnement immédiat souffrent d'insalubrité. Ces données sont les preuves du non-respect des principes du développement durable en Côte d'Ivoire, selon le réseau des professionnels des médias engagés pour le développement durable. Il y a des gestes écolos simples. Éviter de jeter les bouts de papier dans la rue. C'est éviter, par exemple, d'être en difficulté, par exemple, avec son voisin. C'est de respecter son lieu d'habitation et le lieu d'habitation de l'autre. Apprendre, par exemple, à rouler avec des véhicules, j'allais dire, sains, qui ne dégagent pas trop de gaz carbonique à travers la ville. Pour le conférencier, si l'on ne prend garde, il n'y aura ni charbon ni gaz en Côte d'Ivoire dans 100 à 200 ans. Il souligne par ailleurs que la course vers l'enrichissement ne devrait pas justifier le non-respect des principes du développement durable. Quand vous allez à Stockholm, vous allez voir que même dans les plus petits villages, il y a la verdure qui fait la beauté de ces villes-là. Pourtant, ils sont riches, ils ne détruisent pas l'environnement. Les efforts pour promouvoir le développement durable se sont multipliés au plan international avec les rencontres de Rio au Brésil. Rio 21 en 1992 et Rio plus 20 en 2012. En Côte d'Ivoire, un ministère a même été consacré à la protection de l'environnement et au développement durable. Religion à présent, les musulmans observent un temps de privation depuis le 28 juin dernier. Ils s'abstiennent durant cette période du ramadan de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations charnelles du lever jusqu'au coucher du soleil. Certains enfants qui ont une foi certainement précoce s'abstiennent de manger et de boire. Que dit le Coran à ce sujet? Des réponses dans ce reportage signé Masso Kone et Herman Niamia. Des enfants qui jouent, quoi de plus normal en cette période de vacances scolaires. Certains accomplissent un acte que bien d'adultes auraient du mal à supporter. Ces enfants observent le jeûne. Parmi eux, Karidjatou, 9 ans. Depuis 6 ans, je mets carême. Ils ne m'ont pas forcé que je mets carême. Seulement, je dis, je vais mettre. Il y a mis 13 jours. Comme elle, de nombreux enfants, souvent de très jeunes, se privent de nourriture durant le ramadan. Les parents, quant à eux, se réjouissent de cet acte de foi qu'ils considèrent aussi comme un acte de courage. Le fait de voir les enfants s'adonner aux jeunes, ça nous fait plaisir en tant que parents. Ça fait partie aussi de notre éducation, d'entraîner les enfants à jeûner. Depuis 6 ans, elle met le carême. Je ne la force pas. C'est même que même s'il est là de couper le carême, on paie tout ce qu'elle veut, on lui donne. Malgré l'enthousiasme de ces gamins et même de leurs parents quant à l'observation du jeûne, l'islam émet des réserves sur la capacité physique de l'enfant non pubère à s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. L'islam devient obligatoire sur le musulman quand il est pubère. Tant que l'enfant n'est pas encore pubère, il n'y a aucune obligation sur lui. Donc il faut dire à ces parents-là de ne pas obliger les enfants. L'enfant de son propre chef peut jeûner et comme je l'ai dit, il faut l'encourager. Les parents doivent donc veiller à ce que leur progéniture n'outrepasse pas leur capacité à tenir 13 heures sans manger ni boire. Le courage de ces gamins qui jeûnent devrait fouetter l'orgueil de ces nombreux adultes qui rechignent à jeûner sans raison valable. À l'étranger, aujourd'hui 18 juillet, les Sud-Africains célèbrent le Mandela Day. Il s'agit de la première célébration depuis la mort le 5 décembre dernier de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. Le Mandela Day est un appel à la solidarité en hommage aux valeurs du militant anti-apartheid. Balais et serpillères étaient sortis. Le président sud-africain Jacob Zuma a participé au nettoyage d'une école à Mvezo, le village natal de Nelson Mandela. Vers Harris aime ces moments où il déambule seul dans la fondation Nelson Mandela. C'est lui qui veille sur ses archives pour que celui que l'on surnommait affectueusement Madiba reste vivant. Vendredi, toute l'Afrique du Sud célébrera le Mandela Day avec une émotion particulière. Madiba est décédé le 5 décembre dernier.
Le concept du Mandela Day a été directement inspiré par Nelson Mandela lui-même. Il avait exprimé son malaise par rapport à la façon dont son anniversaire était célébré. Des fêtes, des concerts, beaucoup d'argent dépensé. Depuis 2010, le jour anniversaire de Mandela, les Sud-Africains sont donc invités à s'investir auprès des autres pendant 67 minutes au moins pour les 67 ans que Mandela a consacrés à rendre le monde meilleur. Pour Melanie Creel, c'est un jour important. Son association attend 200 bénévoles. Elle a rempli ses placards pour les nourrir. Nous avons un centre de formation. Les matériaux sont entièrement issus de dons et ce sont les volontaires qui l'ont construit. L'association Viva accueille des femmes en détresse et propose aux enfants des activités éducatives. Le bénévolat lui permet de poursuivre le développement de son centre dans un township proche de Pretoria. Si le 18 juillet n'est pas un jour férié, de nombreuses entreprises libèrent leurs salariés. La plupart des gens travaillent, ils ont leur vie, sont occupés par leurs propres affaires. Mais c'est important pour eux, une fois par an, même si c'est juste un petit moment, de se rendre auprès de ceux qui ont besoin d'eux et de vivre pour d'autres personnes qu'eux-mêmes. Mandela détestait être vu comme une icône. Vendredi, il y aura ceux qui auront compris son message et les boutiques qui chercheront encore à augmenter leurs ventes en ce Mandela Day. On évoque à présent le crash de cet avion de ligne malaisien en Ukraine. L'avion qui s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine a été abattu près de la frontière russe, une zone contrôlée par les séparatistes. Kiev et les séparatistes s'accusent mutuellement. Le bilan fait état désormais de près de 300 personnes tuées. De désolation à Grabov, dans l'est de l'Ukraine. C'est ici, non loin de la frontière avec la Russie, que l'avion de ligne de la Malaysia Airlines s'est écrasé jeudi en fin d'après-midi. 298 personnes se trouvaient à bord de ce Boeing qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. Parmi les victimes, 173 Néerlandais et 43 Malaisiens. Selon le renseignement américain, l'avion aurait été abattu par un missile solaire dans une zone où l'armée ukrainienne combat les rebelles pro-russes. Bavure ou acte de guerre, chacun des belligérants se renvoie la responsabilité de cette tragédie. Depuis hier, dans la soirée, Israël a lancé une opération terrestre dans la bande de Gaza. L'offensive a déjà fait une vingtaine de morts. Au moins 265 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. 11 jours d'hostilité qui ont fait par ailleurs 2 morts côté israélien. Le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé à la France de faire pression sur le Hamas pour une trêve avec Israël. Sous couvert d'une intensification des bombardements par terre, air et mer, l'armée israélienne a lancé jeudi soir son offensive au sol contre la bande de Gaza. Après 10 jours de raids aériens et de tirs d'artillerie, les soldats ont pénétré en territoire autonome palestinien sur 3 axes, nord, sud et centre, pour une offensive d'envergure sur ordre du gouvernement, avec pour objectif de détruire les infrastructures militaires du Hamas. La violence de l'intervention pouvait se mesurer aux navettes des ambulances transportant morts et blessés à l'hôpital de Gaza. Au moins 24 Palestiniens ont été tués en moins de 24 heures et le nombre de morts et blessés reste difficile à établir tant que l'opération est en cours. Il y a des martyrs à l'intérieur, il y a des blessés, il y a des maisons détruites, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Pour le Premier ministre israélien, il ne s'agit pas de renverser le Hamas qui contrôle ce territoire depuis juin 2007, mais de détruire au sol, souterrains et caches d'armes pour empêcher les infiltrations de commandos et les tirs de roquettes contre Israël. Le ministre de la Défense et moi-même, avec l'accord du gouvernement, avons donné instruction à l'armée de se tenir prête à étendre l'offensive de manière significative. Le commandant en chef et les forces de défense sont préparés. En dépit de l'offensive terrestre, les combattants du Hamas et du djihad islamique ont réussi à tirer 24 roquettes contre Israël sans faire de victimes et leurs responsables promettent toujours à l'État hébreu de lui faire payer le prix fort de l'intervention. L'offensive israélienne ne fait peur ni aux dirigeants du Hamas ni au peuple palestinien et nous faisons le serment que les forces d'occupation s'enliseront dans les bouts de Gaza. Pour le moment, avec 265 morts en majorité civile, c'est la population qui paye le prix de l'aventure militaire. La précédente opération, plomb durci entre décembre 2008 et janvier 2009, avait coûté la vie à 1400 Palestiniens et 13 Israéliens.
En bref, Silvio Berlusconi a quitté en appel aujourd'hui dans le scandale du Rubygate. L'ancien chef du gouvernement italien avait été condamné en première instance dans une affaire de prostitution de mineurs en juin 2013. Une première mouture qui s'était terminée par une condamnation à 7 ans de prison et une interdiction à vie de mandat public. Silvio Berlusconi est toujours en procédure judiciaire pour d'autres affaires. Et puis avant de clore cette édition, en bref et en images, je rappelle, les résultats du baccalauréat sont connus depuis cet après-midi. Le compteur affiche un taux de réussite de 36,23% cette année contre 33,62% l'année dernière. Plus de 214 000 candidats frappaient aux portes du supérieur. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.